Bonjour, merci de nous rejoindre en direct du Sénat. On refait ensemble la séance après les questions d'actualité au gouvernement. Des questions d'actualité marquées cet après-midi par l'interruption de 3 femmes dans l'hémicycle du Sénat. On va le voir sur ces images et on va les entendre. Voilà, 3 femmes qui sont intervenues dans la tribune des visiteurs. On va pouvoir voir quelques images, quelques photos, puisque ça n'a pas été filmé par les services du Sénat. Elles sont intervenues, elles ont interrompu la séance au cri de sénateur Oumak, une allusion au texte sur la prostitution. Le Sénat refuse de pénaliser les clients de prostituées. C'est un rapport qui a été rendu par le Sénat la semaine dernière. On va revenir sur les questions d'actualité abordées par les sénateurs cet après-midi, leurs interpellations auprès du gouvernement, notamment sur la situation au Proche-Orient avec nos différents invités. Dans quelques instants, va nous rejoindre sur ce plateau Jean-Marie Le Guen, le ministre chargé des relations avec le Parlement. Jean-Marie Le Guen qui a été interpellé ce matin en séance par la présidente du groupe communiste. Je vous propose d'écouter Éliane Assassi. Il réagit ensuite sur notre plateau. Éliane Assassi, la présidente du groupe communiste. Je dirais simplement à monsieur le ministre chargé des relations avec le Parlement qu'il soit le ministre chargé des relations avec le Parlement et qu'il n'utilise pas des propos injurieux à l'égard de mon groupe pour justifier l'injustifiable et pour dire n'importe quoi, pour aller vite. C'est-à-dire user de l'argument selon lequel le groupe CRC voterait avec l'UMP. Cela veut dire que monsieur Le Guen n'a pas beaucoup de mémoire puisque lui a voté avec l'UMP lorsqu'il était député le traité qu'on appelle Sarkozy-Merkel qui plonge notre pays dans les abîmes financiers que nous connaissons et surtout des milliers et des milliers de nos concitoyens dans une crise profonde. Jean-Marie Le Guen, bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez parlé ce matin de la position très négative du Sénat, une bizarrerie, donc ça a interpellé les sénateurs ce matin en séance. Ils vous accusent un peu de perdre votre sang-froid en tant que ministre chargé des relations avec le Parlement. Un de vos confrères me posait une question sur le fait que le Sénat avait refusé un texte de loi important, puisqu'il s'agit du projet de loi de la sécurité sociale, après avoir refusé également le texte sur les régions, etc. Après avoir voté aussi certains textes ce matin, certains comme la réforme textes, pénale. bien sûr. Donc simplement, je regrette et je pense que le rôle du Sénat, c'est de pouvoir amender. Quand il n'est pas d'accord, il fait des amendements, il trouve les moyens de proposer un certain nombre de choses. Je pense que l'institution sénatoriale n'a rien à gagner à être simplement dans l'opposition de contraire. Vous savez que c'est aussi un problème de majorité ici au Sénat. Peut-être, mais il n'empêche qu'une chambre n'est pas qu'une question politique. C'est une institution qui doit assumer des responsabilités. Et donc je pense que malheureusement un certain nombre de groupes sont plus sur des positions, j'allais dire un peu politiciennes, que sur des positions à la fois de prise en compte de l'institution, de l'intérêt de l'institution et finalement de l'intérêt du débat démocratique. Parce que dire non pour des raisons contradictoires et s'allier pour des raisons contradictoires n'est pas une façon de faire progresser notre pays aujourd'hui. Donc le bilan que vous tirez de cette fin de session, là on arrive au bout de la session extraordinaire d'été ici au Sénat, il est assez négatif, ici au Sénat. Non, il y a des choses très positives, vous l'avez souligné, la réforme pénale, la réforme agricole, la réforme ferroviaire, un certain nombre de choses ont été adoptées et donc nous aurons une session parlementaire globale à la fois au Sénat et à l'Assemblée nationale qui sera une des plus riches en termes de réformes de structure et de réformes importantes. C'est le pacte de responsabilité qui a été adopté à travers les 2 collectifs budgétaires, social et le budget de l'État. Qui a été rejeté hier par le Sénat. Oui, mais c'est adopté par l'Assemblée nationale. Et donc, ce qui compte, c'est que la réforme avance dans notre pays. Et ce qui est regrettable, c'est ce que je disais précédemment, c'est que le Sénat ne participe pas, n'apporte pas sa pierre à ce chemin de la réforme qui avance. Donc, il va falloir que vous vous engagiez sur les élections sénatoriales pour avoir une majorité plus confortable ici, après le 28 septembre. Mais je pense que les électeurs, les grands électeurs qui vont voter pour le Sénat, vont prendre en compte aussi le rôle des uns et des autres. À quoi ça sert d'élire des gens qui sont juste là pour bloquer ou pour ne rien dire? Je pense que... Une menace de quoi? Non, je ne sais pas. Vis-à-vis des sénateurs qui sont renouvelables. Non, je vous pose la question. Excusez-moi, je ne vois pas où est la menace. Je dis simplement que si vous élisez quelqu'un, c'est en général pour qu'ils viennent travailler, faire des propositions conformes aux valeurs que vous défendez vous-même. Mais à quoi ça sert d'avoir une assemblée qui se contente de dire non? C'est une question que je pense tous les électeurs vont se poser. Est-ce que la réforme territoriale, ça ne va pas vous coûter quelques sièges aussi?
Je ne crois pas. Je Sénat. pense que la réforme territoriale, c'est vrai, qui est dénigrée, encore une fois, par des oppositions, sans qu'il y ait toujours des propositions en face, est une réforme très importante qui va l'Assemblée être... nationale aussi, c'est un petit peu compliqué. Je pense qu'elle sera votée très largement à l'Assemblée nationale, non seulement par la majorité, mais elle sera aussi appuyée, vous l'avez peut-être vu, par des parlementaires importants, Xavier Bertrand, Dominique Bussereau, une partie importante du groupe UDI. Donc les choses avancent, et de façon positive. Et je ne comprends pas qu'on ne retrouve pas cet état d'esprit, ou du moins qu'on fasse semblant de croire que cet état d'esprit ne peut pas exister au Sénat. Et je pense que les grands électeurs seront très sensibles à l'idée que finalement, il vaut mieux avoir, comme le font un certain nombre de parlementaires de l'opposition, par exemple, des gens qui sont plutôt positifs que des gens négatifs. Peut-être que le timing n'était pas très bon. Ici, au Sénat, à quelques semaines des élections sénatoriales, forcément, les positions sont un petit peu plus crispées. C'est que certains croient qu'il est juste d'avoir des positions crispées pour essayer de flatter des électorats. Je ne le crois pas. Je pense que les grands électeurs sont très responsables et qu'ils ne sont pas sensibles justement à ceux qui sont sur des positions négatives. Donc tous vos espoirs reposent autour de la réforme territoriale sur la seconde lecture à partir du mois d'octobre. Est-ce que vous pensez que là, le point d'équilibre pourra être trouvé, et à l'Assemblée nationale et surtout au Sénat, et qu'il y a une position de compromis? Vous êtes positif? Je l'espère. Confiant. Oui. Et concernant les élections sénatoriales, est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous espérez que la gauche va conserver la majorité ici au Sénat? Didier Guillaume, je l'espère encore une fois, là aussi, je l'espère. Didier Guillaume est quelqu'un qui connaît très bien la carte électorale, et donc s'il le dit, c'est que nous pouvons lui faire confiance. Mais encore une fois, ce qui comptera, je pense, c'est que beaucoup d'électeurs vont vouloir se saisir de ces élections, second degré, des élections au Sénat, pour traduire des votes conformes à leurs valeurs, mais un travail positif. Ça ne sert à rien de bloquer finalement, in fine, c'est l'Assemblée nationale qui décide, et le Sénat ne joue pas son rôle. C'est dommage. Alors que, on le sait bien, le Sénat a toujours beaucoup de choses à apporter. Il a apporté historiquement des choses très importantes. Donc faisons attention que des positions politiques qui ne sont pas dans la tradition du Sénat, finalement, viennent le bloquer. Oui, mais ce n'est pas non plus dans la tradition du Sénat d'être une simple chambre d'enregistrement, d'avoir une position un peu plus de parlementaire godillot. Non, vous n'avez pas dit ça. Mais les majorités sont souvent un petit peu plus compliquées ici au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. J'entends bien. Et bien à ce moment-là, qu'il y ait des amendements. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Jean-Marie Le Guen d'être venu en direct sur notre plateau pour ces questions d'actualité au gouvernement. Peut-être une dernière question quand même sur Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, qui quitte son fauteuil de président à la fin du mois de septembre. C'était sa dernière séance aujourd'hui. Vous avez sans doute envie de dire un petit mot sur lui. Le Premier ministre l'a rappelé, et nous avons tous ressenti aussi une émotion. C'est un geste courageux qu'il a pris, une décision voilà, qui montre bien justement qu'il peut y avoir aussi des engagements politiques qui succèdent à d'autres, et cela est à l'honneur, me semble-t-il, de notre démocratie. Très bien, écoutez, merci pour cet hommage à Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, qui quitte donc ses fonctions à la fin du mois de septembre après les sénatoriales. Merci d'être venu en direct sur notre plateau. Alors, autre intervention des sénateurs pendant cette séance des questions d'actualité, eh bien, la situation au Proche-Orient, on va en parler dans quelques instants, mais aussi la réforme territoriale, la ruralité. Et sur ce point, je vous propose de réentendre le Premier ministre. C'était tout à l'heure dans l'hémicycle du Sénat. Ces territoires refusent d'être mis à l'écart, et l'État et les services publics doivent affirmer leur présence dans ces territoires. Et ici, l'échelon départemental conserve toute sa pertinence. J'ai déjà eu l'occasion de dire que dans la réforme territoriale qui sera portée par Marie-Lise Lebranchu et André Valigny, nous tiendrons compte de la spécificité de ces territoires, y compris pour l'évolution des conseils généraux. En tout cas, nous devons créer les conditions d'un acte fondateur pour renouveler la présence de l'État, pour reconstruire les liens entre les villes et les campagnes, pour donner aux territoires ruraux les moyens de leur développement propre. Et je connais l'attachement de votre Assemblée à ces territoires, je connais la qualité des travaux qui ont été menés par les sénateurs, et il est indispensable que les assises en tiennent compte. Et en tout cas, ces assises permettront de redéfinir la feuille de route et de répondre non seulement à l'attente des élus, mais aux attentes de nos concitoyens. Et vous pouvez compter sur mon engagement absolu et total pour la réussite cet automne de ce moment qui sera important pour les territoires ruraux et donc tout simplement pour l'identité de notre pays.
Alors, retour en plateau après Manuel Valls cet après-midi dans l'hémicycle du Sénat avec deux nouveaux invités. Roger Carucci pour le groupe UMP, bonjour, candidat à la présidence du groupe UMP après les sénatoriales. Et puis Didier Guillaume, actuel président du groupe socialiste au Sénat, candidat peut-être à la présidence du Sénat, mais ça on va y revenir tout à l'heure. Déjà, sur ce qu'a dit Manuel Valls cet après-midi dans l'hémicycle, sur la ruralité, sur les conseils généraux, on a un peu perdu. Moi, je croyais que les départements allaient disparaître d'ici 2020. Vers quelle solution finalement on se dirige? Quel est le projet du gouvernement? Les départements ne peuvent pas disparaître. Il s'agissait des conseils généraux. Et pour qu'ils disparaissent, il faut une réforme constitutionnelle. Ça, c'est écarté. Le gouvernement n'a pas la majorité des 3/5e, donc il n'y aura pas de réforme constitutionnelle. Donc les conseils généraux vont rester. Le tout, c'est de les améliorer, de les moderniser et de les clarifier. Aujourd'hui, force est de constater que les conseils généraux sont à bout de souffle. Il se passe beaucoup de choses, mais il y a de la superposition de compétences. Il y a 30 départements qui n'ont plus les moyens de vivre, qui sont quasiment en dépôt de bilan, en faillite. Et donc, il faut repenser tout cela. Donc, on les met sous perfusion de qui? Des régions, et notamment dans deux niveaux, oui. les zones urbaines et les zones rurales. Dans les grandes métropoles, les grandes agglos, les conseils généraux et les métropoles font le même métier. Donc il faut qu'il n'y en ait qu'un qui les fasse. Et donc là, la métropole. Et dans les zones, c'est mon point de vue. Et dans les zones urbaines, il faut. Est-ce que c'est aussi le point de vue du gouvernement? Je crois, oui. D'accord. Je crois. Et dans non, mais c'est le Parlement qui fera la loi, c'est pas le gouvernement. Donc le Parlement fera ce qu'il a à faire. Et en zone rurale, je pense qu'il faut les garder, peut-être les fusionner 2 par 2 ou 3 s'ils le souhaitent, mais les rendre plus forts. Et pour jouer 2 rôles absolument essentiels, les solidarités humaines et les solidarités territoriales. Si on fait ça, si on clarifie, je pense qu'on s'en sortira pas trop mal. Roger Carucci, ça vous satisfait ça comme solution? La réalité, Didier Guillaume est habile, mais l'habileté ne suffit pas. François Hollande, en janvier, dit « touchez pas au département ». 3 mois plus tard, le gouvernement nous dit « les départements ou les conseils généraux disparaîtront en 2020 ». Et maintenant, comme il voit bien qu'il n'y a pas de majorité, qu'au sein de la gauche, ça fait beaucoup de vagues, on nous dit « ah bah, on va voir ce qu'on fait des conseils généraux ». Peut-être on ne touchera pas aux conseils généraux ruraux, et puis sincèrement, les conseils généraux urbains, peut-être qu'on verra, etc. La vérité, c'est qu'il aurait fallu, et on le dit depuis le début, commencer par les compétences et les moyens. Le solde de tout ça, c'est de dire, on ne sait pas ce qu'on fait de la carte. Chacun s'entretue, à gauche comme à droite, sur on veut ci, on veut ça. Mais la seule vérité serait de faire de grandes régions, maintenir les départements, discuter des compétences, donner des moyens. Et je reconnais qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de lisibilité de l'action gouvernementale. Donc vous ne voulez pas supprimer grand-chose, quoi. On garde tous les départements. Mais nous étions disposés à faire 8 à 10 grandes régions au lieu de 22, en maintenant les départements et surtout en supprimant la clause de compétence générale. Du gouvernement, 12 régions. Bon. Oui, enfin, qu'est-ce qu'ils font des départements? On est prêt à discuter. Mais supprimer la clause de compétence générale et faire en sorte qu'il y ait des compétences affectées avec des moyens affectés. Aujourd'hui, on est dans le flou avec une seule réalité, le gouvernement baisse considérablement les dotations des collectivités locales. Est-ce que vous espérez en tout cas qu'un point d'équilibre sera trouvé au Sénat en deuxième lecture à la mi-octobre quand le projet de loi sur les régions reviendra en discussion ici au Sénat? Je n'y crois pas. Je l'espère, mais je n'y crois pas. Ah, vous êtes pessimiste? Oui, je suis pessimiste parce que je pense que... Parce que là, votre solution sur les départements... Oui, je pense que pour des raisons de politique, politicienne ou de politique, de la grande politique, je pense que l'UMP ne fera pas le pas en avant, que nous aurions pu faire d'ailleurs la semaine dernière. Même une fois les sénatoriales passées, 3 mois de plus, les c'est pareil, ou alors ça veut dire que ça serait uniquement une posture, parce que faire 8-10 régions, 12 régions, peu importe le nombre, il faut les faire. Après, il faut clarifier l'architecture. On est tous d'accord. Et l'UMP est même d'accord pour dire qu'il faut supprimer les départements il y a 6 mois, puis maintenant ne l'est plus. Si Jean-François Copé l'a dit et François Fillon moi aussi. Moi, je parle des groupes au Sénat. Ah ben non, mais d'accord, mais ce qui compte, c'est quand même ce qui compte, c'est les groupes au Sénat. Les groupes parlementaires. Oui, bien sûr. Enfin, vous le dites vous-même. Nous sommes dans une organisation politique. Donc, est-ce que vous êtes aussi négatif que Didier Guillaume? Est-ce qu'une solution pourra ou non être trouvée? Je le trouve là trop pessimiste. Vous voyez, d'un côté, parfois les socialistes sont très optimistes et parfois trop optimistes. Si le gouvernement donne des garanties sur l'avenir des conseils généraux, si on peut rediscuter de la carte des régions calmement, comme ça avait été fait ici au Sénat, entre Raffarin, Cratéinger. C'est pour ça qu'il fallait y aller. Non mais, si on a des garanties, moi j'aurais souhaité sincèrement qu'on parle d'abord des compétences et des moyens, parce que c'était quand même la base. Mais si ça n'est pas le cas, on peut trouver une solution, en tout cas une solution intermédiaire, s'il y a la préservation des départements, et si sur les régions, on ne nous braque pas sur des histoires dormir debout. Mais pourquoi pas, on a dit qu'on n'était pas en commission spéciale, à revoir la carte,
à travailler sur la carte. On veut des garanties sur les départements. S'il y a ça, on peut avancer. Et sincèrement, je ne suis pas d'accord avec Didier Guillaume. Moi, je préfère qu'on trouve un accord ici en deuxième lecture plutôt que de laisser l'Assemblée nationale décider. Ah, mais c'est mon point de vue. Je pensais même qu'on pouvait le trouver en première lecture. Mais bon, Difficile. si on le trouve en deuxième lecture, c'est mieux, bien sûr. On verra. En tout Bien cas, sûr. d'ici là, il y aura eu les élections sénatoriales du 28 septembre. Vous restez confiant sur une possible majorité toujours à gauche? Non, mais il ne s'agit pas lundi d'être confiant ou de pas confiant. Il y a une si, élection, quand même. et une élection, elle n'est pas perdue avant qu'elle n'ait lieu. Donc ça, aujourd'hui, tout les le monde va être observateurs d'accord. nous disent qu'il y a eu des municipales, la droite va remporter le Sénat, peut-être. Bon, Mais vous avez fait peut-être- vos petits calculs, peut-être ça ne vous se- avez ça fait ne vos sera petits pas le calculs et vous cas. restez On a plutôt optimiste. tous fait les mêmes calculs et on tombe à peu près dans les mêmes fourchettes. Donc on verra comment les choses se passeront. Vous savez, c'est une élection sénatoriale. Le dernier siège à pourvoir dans chaque département, il se joue à 0, quelque chose. On verra de quel côté ça tombe. Ouais, Ça peut être l'UMEP, la droite, qui est majoritaire largement. Ça peut être très serré. Ça peut être nous en situation. Personne ne peut le dire aujourd'hui. Il y a de fortes probabilités quand même pour que la majorité reste très ténue et que du coup le Non, mais Sénat reste assez ingouvernable. Ingouvernable, il n'est pas ingouvernable. Personne ne pense que d'un coup, dès 2014, il y aurait une majorité large. La majorité sera largement à droite en 2017 avec le renouvellement suivant. Là, ça va se jouer à 5-7 sièges. Ce qui veut dire que nous disons, nous ne sommes pas des optimistes béats, nous disons à nos amis politiques, pas de division, pas de dissidence, parce que naturellement, on perdra des sièges. Après, on verra à l'arrivée, je suis d'accord, ça va se jouer à peu. Alors, on verra, il faut gagner des voix jusqu'au bout, ne pas faire de triomphalisme, ne pas donner Est-ce dans que le Front l'excès. National peut gagner 1 ou 2 sièges selon vous dans le sud de la Je France? crains que oui. S'il y a des divisions Je à crains droite. que oui. C'est pas seulement un problème de division à droite. Dans les Bouches-du-Rhône, par exemple, où ils tiennent un secteur à Marseille, ils ont un nombre de voix qui ne leur permettrait pas d'avoir un siège au quotient, mais probablement un siège au plus fort reste. Alors ailleurs, est-ce que dans le Vaucluse, ils peuvent ils vont être pas loin. Voilà, ils peuvent avoir un siège ou deux. Je ne préférerais pas, et si à Marseille on arrive à tenir, ça va, mais ce n'est pas impossible. Didier Guillaume, en tant que président du groupe socialiste, qu'est-ce que vous avez pensé des déclarations de Jean-Marie Le Guen ce matin, le ministre chargé des relations avec le Parlement, sur le Sénat, cette bizarrerie, les votes un peu bizarres du Sénat, selon lui? Est-ce que c'est le rôle du ministre chargé des relations avec le Parlement de faire ce genre de déclaration sur la Haute Assemblée? Je ne me permettrai pas de dire quel est son rôle. J'ai trouvé ces déclarations excessives. Et je pense qu'il aurait pu s'abstenir de les faire. Cela dit, force est de constater qu'ici, il y a des votes qui sont divers. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y a des coalitions contre nature. Ça n'existe pas. L'UMP fait ses votes, d'autres groupes font leurs votes. Parfois, les votes se rejoignent. Oui, mais les votes se rejoignent, mais ce n'est pas une majorité politique. C'est des votes qui se rejoignent sur un point précis, avec d'ailleurs des orientations totalement opposées. Hier soir, sur la sécurité sociale, l'UMP voulait beaucoup moins, les communistes voulaient beaucoup plus. Ça a contribué à faire que les deux ont voté la même chose, mais pas pour les mêmes raisons. Donc, il faut se garder de tout amalgame, de montrer du doigt les uns et les autres. Du gouvernement de ne pas avoir une chambre suffisamment mais tous les gouvernements d'enregistrement. Non, mais tous les gouvernements ont le regret de ne pas avoir une chambre à leur disposition. Mais c'est comme cela au Sénat. Moi, Roger Carucci, sur les propos de Jean-Marie Le Guen. Jean-Marie Le Guen de faire attention. J'ai occupé les mêmes fonctions. Sincèrement, il faut rappeler constamment aux ministres, je le faisais moi aux autres ministres du gouvernement quand j'y étais, le gouvernement est à la disposition du Parlement et non pas le Parlement à la disposition du gouvernement. Ce qui veut dire qu'il faut convaincre, il faut essayer de convaincre les groupes, il faut obtenir des majorités quand on est au gouvernement, mais si on est battu parce que le gouvernement est battu sur des textes, il ne faut pas d'un coup remettre en cause une assemblée. Il a perdu un peu son sang-froid alors, Jean-Marie Le Guen. Je pense qu'il aurait pu s'abstenir d'une telle déclaration qui ne sert à rien et qui durcit la relation, alors que la relation normale, c'est il y a des majorités sur des textes, sauf si, mais ça c'est plus le cas. La gauche ne peut pas avoir ici un contrat de majorité parce que le groupe communiste n'accepte plus. Donc il y a des majorités sur des textes, pas de majorité constante. Dernière séance des questions d'actualité de cette session extraordinaire. Dernière séance des questions d'actualité pour le président Jean-Pierre Bel. On va en dire un mot, Didier Guillaume. Mais déjà, la course est lancée à la présidence du Sénat, notamment à droite, Roger Carucci, entre Gérard Larcher et Jean-Pierre Raffarin. Est-ce que ça peut être un Philippe peu... Marini. Et Philippe Marini, bien sûr. Candidats. Il y a 3 candidats. Est-ce que ça peut vous jouer des rôles, justement, des tours partout? Moi, j'ai dit aux 3, et pour les comme je sénatoriales. suis moi-même candidat à la présidence du groupe, je veille à ce que les choses, ou j'essaye de faire en sorte que les choses passent bien. Je leur ai dit, attention, vous avez chacun des ambitions, elles sont légitimes, mais pas de division,
pas de tension à l'intérieur du groupe. C'est-à-dire qu'au lendemain du vote à l'intérieur du groupe pour le choix du candidat... Est-ce qu'il faut une primaire à l'intérieur du groupe? Il y aura un vote primaire. et c'est bien. Il faut arrêter de dire on se met d'accord entre amis. Il y aura des votes. Parce que Jean-Claude Gaudin avait semblé dire qu'il n'y aurait peut-être pas de Au primaire. début, finalement, il y au aura mois bien de une juin, primaire. on a pensé qu'on pouvait trouver un accord. Mais finalement, bon, il n'y a pas d'accord. Là, tout le monde se sépare. On fera un vote après les élections sénatoriales. Et après tout, 140 sénateurs qui désignent leurs candidats, c'est bien pour la démocratie. Voilà, et si le Sénat reste à gauche, eh bien Didier Guillaume, vous êtes candidat pour la présidence du Sénat. Je serai candidat dans le groupe politique que je préside aujourd'hui, puis s'ils me font confiance, j'essaierai d'avoir une majorité éventuellement pour être président. Mais je crois qu'on n'en est pas là. Roger Carucci le dit. Le sujet d'aujourd'hui, c'est pas ça, c'est de faire campagne pour les sénatoriales. Et puis à la fin du marché, on compte les oies, donc on verra le 28 septembre. Et puis ceux qui auront à gérer la majorité feront leur propre primaire à droite ou à gauche. Oui, et là où il n'y aura pas de sujet, la question sera réglée. Je crois que c'est pas. Faut regarder ça de façon très détendue. Très détendue. Il n'y a pas de bagarre. On n'est pas candidat pour un destin individuel, c'est plutôt pour une œuvre collective, donc on verra le moment venu. Jean-Pierre Bel ne s'est pas exprimé personnellement sur son départ tout à l'heure dans l'hémicycle. Vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Moi, j'ai envie de le remercier pour le travail qu'il a fait. Sénat. Vous savez, c'est pas facile d'être président du Sénat en règle générale. C'est pas facile lorsqu'on est président du Sénat avec une majorité nationale qui correspond à sa sensibilité politique. Et c'est pas facile, troisièmement, être président du Sénat quand on a 6 voix d'avance dans une majorité et quand un des groupes n'est pas dans la majorité gouvernementale. Je pense que ça a été un bon président. Il a essayé de moderniser le Sénat, de l'ouvrir. Voilà, son bilan restera. On ne fait pas le bilan de tous les présidents qui se sont succédés, ce n'est pas le sujet. Moi, je veux le remercier pour l'engagement qu'il a eu et surtout pour l'état d'esprit dans lequel il a abordé sa présidence. Je pense que tous les groupes ont pu avoir droit à la parole, tous les groupes ont eu des responsabilités et c'est ce qui compte. C'est ça l'esprit Sénat. 3 questions tout à l'heure lors de la séance des questions d'actualité sur la situation au Proche-Orient, dont la vôtre qui a ouvert cette séance tout à l'heure, Didier Guillaume. Vous avez interpellé le Premier ministre Manuel Valls sur les débordements après notamment les manifestations pro-palestiniennes. Le Premier ministre qui n'a pas exclu d'interdire certaines de ces manifestations. Est-ce que cette réponse vous a satisfait? Oui. On va écouter le Premier ministre dans quelques instants. Je crois que la situation est dramatique. D'abord dramatique là-bas. Et on a l'impression qu'on se contente en regardant les images, c'est tout le temps les mêmes. Mais non, il s'agit de morts, de dizaines de morts. Donc on ne peut pas rester comme ça. Il faut qu'il y ait un arrêt des bombardements, une trêve. Ensuite, il ne faut pas importer ce conflit en France. Et toutes les religions ont leur responsabilité, toutes les religions ont le droit de s'exprimer, mais pas de débordement. C'est la République qui doit s'occuper de cela et c'est l'intégration des jeunes. Donc moi j'en appelle à la sagesse de tous. Certes, des responsables religieux, mais des responsables laïcs. Et le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Et s'il y a des risques pour la tranquillité publique, s'il faut interdire des manifestations, c'est de son rôle. Ce ne serait pas la première fois, ce ne sera pas la dernière. Alors justement, écoutez, merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. On va écouter Manuel Valls, c'était cet après-midi dans l'hémicycle du Sénat. Et après, on reçoit la sénatrice Esther Benbassa. Ces violences, ces mots sont d'une extrême gravité. Elles trouveront toujours face à elles une réponse déterminée des pouvoirs publics. Et si cela doit passer, cela passera par des interdictions de manifestations, parce que nous considérons que les troubles à l'ordre public sont possibles et des débordements comme ceux que nous avons connus, nous prendrons ces mesures. Les préfets, que j'ai rencontrés encore ce matin avec le ministre de l'Intérieur, ont eu des consignes très claires sur ce sujet, à Paris, mais aussi partout en France. Le président de la République a été très clair le 14 juillet. La France ne tolérera jamais que l'on essaie, par la violence des mots ou des actes, d'importer sur son sol le conflit israélo-palestinien. Voilà, Esther Benbassa, bonjour. Merci d'être avec nous après cette séance des questions d'actualité au gouvernement. On vient d'entendre le Premier ministre. Est-ce que vous auriez aimé qu'on interdise la manifestation de samedi? Il y a une manifestation qui est prévue à Paris, pro-palestinienne. Moi, je ne suis pas pour l'interdiction des manifestations. Nous sommes dans un pays démocratique. Moi, hier soir, je suis allée à une manifestation pour la paix entre Israël et Palestine. Il n'y a pas eu de débordement. Franchement, les gens, sagement... il y avait même sagement disait ce qu'ils pensaient. Puis vraiment, il n'y a pas eu du tout de dérive. De dérive. Mais est-ce que vous êtes quand même inquiète d'un sentiment peut-être antisémite qui pourrait monter en France? D'abord, écoutez, il ne faut pas du tout utiliser des mots aussi durs. Le conflit est importé en France depuis très longtemps. Alors, si on croit que c'est aujourd'hui que le conflit va être importé, là, on se trompe. Et ça remonte à très loin. D'abord, ce n'est pas du tout
un conflit religieux, il faut arrêter avec ça. C'est un conflit de projection politique, à savoir, bien sûr, nombre de Juifs soutiennent Israël. Et beaucoup d'arabo-musulmans soutiennent les Palestiniens, mais il faut qu'on arrête de faire la révolution sur le dos des Palestiniens. Hein, parce qu'il n'y a pas, là ce n'est pas seulement des Maghrébins, il y a d'autres qui le font aussi. Et on a l'impression que c'est une répétition de ce qui s'est passé. J'ai écrit ce livre lors du bombardement. On va le voir l'image. Être juif à Gaza. Bah, je l'ai fait après le conflit. C'est un livre qui a été écrit quoi, en 2009 2009, c'était le conflit de 2008. Et j'ai l'impression que ce sont les mêmes choses qui se répètent. Mais ne soyons pas non plus binaires. Il y a un conflit, la paix n'arrivera pas de sitôt. Les politiciens... Donc c'est une vision très pessimiste. Je ne suis pas, je suis réaliste, connaissant très bien le pays. Et il y a un vrai problème politique, à savoir que Netanyahou a à côté de lui le Likoud et les Palestiniens, l'autorité palestinienne a le Hamas. Alors, et les populations sont tenues en tenaille entre les deux. Ce qui arrive en Palestine, c'est vraiment... Et moi, en tant que juive, je trouve que c'est insupportable, ces civils qui sont tués, ces enfants et ces mères de famille. Mais à côté de ça, n'oublions pas non plus qu'en Israël, les gens passent leur nuit dans les cages d'escalier et qu'on reçoit dans la plupart des villes, y compris à Tel Aviv, des roquettes, et que des deux côtés, les gens veulent vivre tranquillement. Mais quelle devrait être la ligne de la France, alors, moi, dans cette situation, selon vous, Esther Benbassa? Je trouve d'abord François Hollande a semblé tâtonner un petit peu. Oui, moi je crois que d'abord M. Hollande n'aurait pas dû exprimer son soutien inconditionnel à Israël, même s'il le soutient. En revanche, il aurait dû tenir les paroles du Quai d'Orsay, une politique pondérée qui dure depuis longtemps, et ça aurait excité moins ceux qui ont envie de dériver et de faire, comme je l'ai dit, la révolution sur le dos des Palestiniens. Il faut calmer des deux côtés, aussi bien les excités du côté juif et les excités du côté arabo-maghrébin, mais là, il faut surtout que l'Occident aujourd'hui intervienne, parce que Obama a fait les premiers pas, mais bien sûr les Occidentaux, interviennent comment, par des voix fortes, par des discours un peu forts, par des prises de position? Oui, d'abord il faut que l'Occident... Il y a plutôt un silence assourdissant là. Bien sûr, parce qu'il y a les Européens qui culpabilisent, puisque le lieu des massacres c'était l'Europe. Cette culpabilité, on la voit très bien en Allemagne et ailleurs, on ne parle plus de ces choses-là. Et maintenant, il est temps de lancer un ultimatum. Pas d'argent de l'Union européenne, pas d'armes, pas de vente d'armes, et puis arrêt immédiat des bombardements et de la colonisation, et essayer de négocier pour le moment, parce que la paix est devenue quelque chose de maudit, parce que des deux côtés, on pense que c'est une guerre sainte. Parce que c'est pas Netanyahou le fait pour son propre intérêt politique. Oui, il est pris en tenaille aussi par les ultras et par sa droite. Oui, c'est une cocotte minute. Et l'autorité palestinienne aussi. Alors, bon, je crois que la situation, donnons-lui sa complexité, expliquons sa complexité. Voilà. Merci beaucoup Esther Benbassa d'être venue sur notre plateau cet après-midi. Je rappelle votre livre au CNRS édition Être juif après Gaza, ce que vous aviez écrit après l'intervention de 2008 et qui reste selon vous toujours d'actualité. Merci à tous de nous avoir suivis pour ces dernières questions d'actualité de la session au Sénat et très bonne soirée à tous sur notre antenne. Merci. Moi, je n'oublie pas que le président d'honneur du Front National a fait l'année